BFM Business, BFM Crypto, émission spéciale l'année crypto, Sandra Gondouin. Émission spéciale l'année crypto. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau de BFM Crypto. On va parler de cette année 2025, année charnière, année incroyable. On va revenir sur ce qui s'est passé ici, notamment en termes de fiscalité, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, sur ce qu'il faut anticiper pour 2026. Sur ce plateau, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Neymar-Catias, avocate fiscaliste et fondatrice de Comic. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir dans l'émission. Loïc Santel est à côté de vous, cofondateur de Conta Crypto. Bonjour Loïc. Bonjour. Et face à vous, Alexandre Lourimi, avocat associé chez Orwell. Bonjour Alexandre, le Best of Crypto. C'est parti. On peut difficilement parler de crypto en France, honnêtement, sans parler de fiscalité. C'est un mot qu'on prononce presque à chaque émission. J'aimerais commencer cette émission par un tour de table pour vous demander votre sentiment à tous les trois sur cette année crypto, évidemment, en termes de fiscalité, mais même de façon plus générale. Stéphanie. Alors, je dirais que sous l'angle fiscal, ce qu'on a pu constater, c'est toujours une certaine complexité. D'une part dans les règles et d'autre part dans les obligations déclaratives pour les particuliers. Donc cette complexité fiscale, elle perdure. Je dirais que ce qui est aussi notable sur cette année 2025, c'est que l'administration fiscale s'intéresse de plus en plus aux contribuables, particuliers et entreprises, qui ont un patrimoine dans les crypto-monnaies. On va y revenir évidemment dans les détails dans un instant. Loïc, c'est quoi votre sentiment à vous pour cette année 2025 ? Nous, c'est plutôt du côté des entreprises. On a pu voir qu'il y avait une utilisation, en tout cas plus fréquente, soit sur les placements d'excédents de trésorerie ou aussi au niveau du paiement. Donc, on a pu voir beaucoup plus de crypto dans les comptes. Et ça, après, derrière, ça a surtout eu des répercussions pour nos amis les comptables qui, donc, derrière, devaient comptabiliser tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un petit peu ça le point qu'on a observé, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance de la part de la profession des experts comptables. Et ça, c'était vraiment le point noir un peu de cette année, sur lequel on voit qu'ils sont en train de progresser. On voit par exemple au niveau de... Chaque année, il y a un congrès de l'ordre des experts comptables. Les 3 dernières années, il n'y avait aucun sujet. Et cette année, enfin, il y avait un sujet au niveau du congrès pour justement commencer à monter un peu en compétences. Donc, à l'avenir, ça va certainement s'améliorer. Oui, c'est ça, mes connaissances, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une généralisation, une envie des entreprises d'aller vers ce secteur, et ça, c'est plutôt bon signe dans l'adoption, finalement. C'est bon signe, et c'est souvent même les entrepreneurs qui étaient demandeurs et qui forcent d'une certaine manière le comptable à se mettre à la page. Exactement. Alexandre, votre sentiment sur cette année 2025 globale ? Globalement, oui, je pense que côté projet, les projets ont totalement changé par rapport à avant. C'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus des sujets d'infrastructure, des wallets, des solutions de paiement, donc avec des cas d'usage beaucoup plus professionnels. Et côté particulier, je rejoins ce qu'a dit Stéphanie, l'administration fiscale se préoccupe du sujet. Donc beaucoup de sujets de régularisation. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui sont dans la crypto depuis un moment et qui se sont dit, bon, 2025, je me mets vraiment au cordeau pour affronter 2026 sereinement. Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui en ont profité parce que les cours ont été assez hauts globalement sur l'année pour sortir. Des gens qui n'étaient pas sortis sur la précédente vague ou celle d'avant, qui là ont décidé de liquider une partie de leur portefeuille. Et donc, voilà. Et donc, c'est là qu'intervient le fisc et que, effectivement, les questions se sont posées, les déclarations. On a beaucoup parlé en début d'année de ces déclarations. Vous l'avez dit, c'était complexe, c'était lacunaire. Il va falloir rattraper ça et j'imagine qu'ils sont en train de le faire sur 2026, sur 2027. Il y a plein de réglementations qui se mettent en place. Il y a plein de réglementations qui même sont en train d'être encore réfléchies, qui sont qu'au stade de la réflexion et du débat. Mais en tout cas, tout ça avance quasiment tous les jours. L'administration fiscale, en tout cas, est sur le coup. Et pour le contribuable en début d'année 2025, ça a quand même été incroyablement compliqué, Stéphanie. Alors, ça a été compliqué. Et puis, c'est vrai que l'arsenal dont dispose l'administration fiscale aujourd'hui pour contrôler, mais aussi pour sanctionner, je dirais, est bien plus important que ce qu'il a été les années précédentes. Alors, c'est le cas, par exemple, sur les sujets de prescription. On a une prescription qui est prolongée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'administration peut, dans certains cas, remonter avant les 3 ans de délai de reprise qu'on connaît bien. Donc ça a un impact important. Et puis, c'est vrai que les régularisations, aujourd'hui, c'est devenu une pratique assez courante à partir du moment
où on constate que on va pouvoir faire une démarche spontanée en ayant moins de pénalités ou si ce n'est pas de pénalité Mmh. quand on fait cette démarche sans attendre un contrôle fiscal. Est-ce que, de façon générale, Alexandre, Loïc, vous avez senti un recours plus régulier des particuliers et puis aussi des entreprises à une aide? C'est vrai que jusqu'à maintenant, on essayait de faire un peu tout seul notre déclaration. Là, quand même, l'année dernière, on a tous constaté qu'il fallait qu'on se fasse aider si on voulait pas se faire piéger réellement. Il y a même des acteurs qui se sont spécialisés dans les déclarations dans ce contexte. Est-ce que ça fait émerger quand même, c'est ça, ce genre de demande, par exemple, Loïc? Oui, oui, il y a quand même une demande qui est émergente, que ça soit les particuliers ou même les entreprises. Alors après, de base, les entreprises, n'importe quel entrepreneur, vous lui demandez, ils détestent tous la compta, hein. Clairement, c'est vraiment pas leur sujet de prédilection et Mm. souvent ils vont, se décharger complètement sur l'expert comptable et donc nous derrière après on a eu, donc des experts comptables qui nous ont contactés parce qu'ils ne savaient pas forcément bien faire mais il y avait quand même ce que comme disait Stéphanie, cette envie quand même de se mettre dans les clous et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est le problème principal, c'est qu'on a quasiment tous les experts comptables qui aujourd'hui comptabilisent uniquement les plus et moins-values latentes, mais pas forcément les plus et moins-values réalisées, ce qui en soi, dans une entreprise, est obligatoire à faire. Alors que c'est vrai que pour les particuliers, on a effectivement pas mal de personnes qui se mettent dans le rang. Oui. Nous, ce qu'on peut voir même sur les comptas, c'est que pour les particuliers, on a une réduction là en ce moment du nombre de transactions. Avant, on avait vraiment des personnes qui étaient en train d'itérer, découvrir, faire Ils pas mal de testaient. choses, tester plein de Oui, choses. c'est vrai. Et là, on se dit, bon, on va peut-être se calmer un petit coup. Je ne sais pas si vous les voyez aussi dans les dossiers. On se Ouais. calme vraiment un grand coup et on se dit, OK, on va y aller un peu plus mollo maintenant. On va régulariser tout ce qu'on a fait avant. Ouais. Maintenant, on se calme et on fait quelque chose de clean. Stéphanie? Malheureusement, je dirais, là, on est sur un concept nouveau qui est que la fiscalité a un impact sur l'activité des personnes. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué de déclarer chacune des opérations qui donnent lieu à une plus-value qu'on est en train de réduire ces opérations, quitte à laisser tomber certaines opportunités parfois, ou à l'inverse, à accepter d'être en perte pour éviter d'avoir trop d'opérations et sortir de certaines positions. Donc, tout à fait, moi je constate la même chose dans les faits. Il y a moins d'activités, mais dans un but fiscal qui n'est pas du tout un but d'optimisation, mais plutôt un but de Oui, simplification. c'est ça, simplification, et c'est nous qui devons la faire, effectivement. Alexandre? Ouais, tout à fait. Et puis, les gens prennent conscience que, ouvrir un compte, finalement, c'est pas quelque chose d'anodin. Comme c'est des applications souvent qu'on télécharge sur le téléphone ou alors que c'est des sites internet où l'inscription Vous avez raison. prend 2 minutes, on a l'impression que ça entraîne aucune conséquence et on voit dans les contrôles le fait d'omettre de déclarer un compte ouvert à l'étranger, que ce soit dans la crypto ou dans les banques, hein, il y a plein de néobanques, qui sont dans la même situation et ben, ça peut, être, suspect pour le fisc, ça peut même parfois fonder, motiver des pénalités qui peuvent être importantes, jusqu'à 80. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Le fisc a assez peu communiqué sur le sujet, donc les contribuables sont pas non plus, coupables à 100. Mais là, voilà, à force d'informations comme, ce que vous faites avec BFM Crypto, les gens commencent à le comprendre et font plus attention à ça. Oui, d'autant que c'est ça, effectivement, il faut faire très attention. Le contribuable est au pied du mur parce que l'administration fiscale, de son côté, est de plus en plus capée, parée à la situation. Bon, on ne va pas dire qu'elle est au taquet. En 2025, on voyait bien qu'il y avait quand même un petit flottement sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit le faire. Je ne suis pas sûre que la totalité des agents étaient capables de répondre Ça, à toutes là-dessus, les questions en crypto. Oui, Loïc? c'est ça, justement, là-dessus. Alors, nous, on a vu une augmentation quand même du nombre de contrôles, majoritairement sur les entreprises. Ouais. Alors, notamment, un des critères numéro un des contrôles, c'est souvent sur la TVA. Donc, vu que là, justement, sur les paiements qui accélèrent, bah, ça fait du coup des contrôles. Dès qu'il y a des erreurs de TVA, le fisc le voit plus facilement. C'est un peu une anticipation de DAC8, entre guillemets, qui va arriver sur une communication plus globale. Mais en tout cas, Oui. sur le paiement, sur la TVA, ça peut vite tiquer. Et derrière, on voit, alors effectivement, de base, nous, on voyait avant, dans les premiers contrôles qu'on a subis au tout début, où nous, on s'est lancé, on voyait effectivement des contrôleurs qui étaient un peu balbutiants, qui allaient vraiment essayer de comprendre un peu comment ça se passait. Majoritairement, il y allait avoir plus de compétences en région parisienne plutôt qu'en province. Dès que vous tombiez sur un contrôleur en province, bon, il ne comprenait rien du tout à ce que vous faisiez. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une vraie montée en compétences des contrôleurs et ça, bah, va falloir quand même aussi se mettre à la page aussi là-dessus parce que bah, eux, ils avancent, hein. Oui, c'est ça, les vérificateurs sont de plus en plus formés, hein, on l'a déjà dit. Hein. Tout à fait. Alors, ils sont de plus en plus formés. Il n'empêche qu'il y a quand même une incompréhension, moi, que je constate au quotidien hein, chez nos clients. Par exemple, quand on ouvre un compte, mais qu'on ne fait pas grand-chose dessus, et puis presque qu'on l'oublie,
et bien en fait, la pénalité qu'on risque, c'est la même que si on avait un compte non déclaré extrêmement actif. Donc, je pense, ce que je veux dire par là, c'est que les contribuables parfois se rendent pas bien compte qu'en ouvrant 3, 4, 5 comptes pour faire des tests, Oui. bah, ça veut dire qu'on a autant d'obligations déclaratives que de comptes, sans pour autant que ce compte soit réellement actif. Mm. Et on se retrouve dans des situations où 3, 4 ans plus tard, on a une demande d'information des services fiscaux sur le listing des comptes. Il y en a certains, les contribuables ne s'en souviennent même pas, Oui, en fait. Donc, c'est il y a vrai. une incompréhension et je pense que, justement, il y a un manque d'information sur ce sujet. Une incompréhension, mais peut-être aussi une discipline à adopter de la part C'est du vrai. contribuable qui s'informe via la crypto. C'est souvent une porte d'entrée vers le système monétaire, le système financier. C'est peut-être aussi par là qu'on va un petit peu discipliner ceux qui, justement, ne faisaient pas très attention à leur compte. Et puis, il y a cette situation qu'on a constatée en 2025, et puis il y a ces débats, ce débat sur les finances publiques. Et quels impacts il pourrait y avoir sur la suite? Qu'est-ce qui pourrait être adopté? Qu'est-ce qui pourrait ne pas être adopté et où il n'y a pas de risque, par exemple, Alexandre? À mon avis, sur la fiscalité crypto, ça va pas bouger tout de suite. Tout ce qu'on a de spécifique à la crypto va pas bouger. Le fisc attend d'avoir plus d'informations et que Dacuit, on en parlera peut-être, mais ça devrait rester, constant. Ouais. Ce qui peut changer, ça va être, lié à la fiscalité du capital et donc, au global quoi, pas que crypto. On peut avoir des évolutions du taux, de la flat tax qui est aujourd'hui à 30 prélèvements sociaux compris, et qui pourrait augmenter soit via une hausse des prélèvements sociaux, soit, via une hausse finalement de l'impôt forfaitaire. Hem, la fiscalité du capital peut être impactée aussi avec les dispositifs exceptionnels, comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui était censée durer 3 ans, mais qui a, je crois, 12 ans aujourd'hui, et la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui était censée durer 1 an et qui va, probablement être reconduite. Donc ça, c'est sur le côté fiscalité du capital qui tend à augmenter, globalement. Quoi qu'il arrive. Voilà, ce qui est l'inverse de ce qui était fait depuis 2017, hein. Ouais. Et la fiscalité du patrimoine, évidemment. On a toujours le débat, de l'assiette de l'impôt, sur le patrimoine qui était jusque depuis 2017, circonscrite à l'immobilier et qui pourrait évoluer pour inclure, ce que le législateur appelle des actifs improductifs, la crypto étant visée, par le terme. Les fameuses fortunes improductives, on en a parlé dans l'émission. Effectivement, ça, c'est un concept. Loïc, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'utilisation des cryptos de façon plus générale par les entreprises. Ce que vous dites, c'est que vous avez constaté en 2025 que les entreprises étaient de plus en plus nombreuses à l'utiliser, de plus en plus nombreuses aussi à payer en crypto. Ouais, exactement. Je pense que c'est l'avance technologique des acteurs, souvent qui viennent d'ailleurs sur ce plateau, vous parler un peu de leur concept de paiement. Donc ça, désormais, toutes les boîtes, notamment qui ont des paiements cross-border, commencent à l'utiliser dans un cadre de règle, de réduction de coûts. Ça va être aussi pour avoir une meilleure traçabilité. Même d'une certaine manière, quand ils ont une bonne maîtrise sur la compta, c'est une compta qui est des fois plus facile aussi à faire. Ouais. Donc non, effectivement, il y a une hausse de cet intérêt-là. Mais de prime abord, toutes les entreprises, ils vont surtout sur le placement d'excédents de trésorerie, dans un cas de diversification. Et c'est pareil, là, à mon avis, c'est tout le travail des exchanges qui commence à porter un petit peu ses fruits au niveau des entreprises. Parce que pour un exchange, c'est plus intéressant d'avoir une entreprise comme client qu'un particulier, étant donné que les montants engagés sont Les plus sommes sont plus importants. importantes, mais ça, c'est dans l'économie en général, C'est d'ailleurs. ça, Ouais. et aussi la récurrence aussi est plus importante. Et d'une certaine manière, quasiment tous les exchanges vendent des produits de gestion pilotée. Et ça, cette gestion pilotée, c'est une charge aussi qu'on peut déduire sur l'entreprise. Ouais. Donc c'est plus facile aussi pour eux de vendre ce type de service. Et donc c'est pour ça qu'ils commencent à targeter en soi aussi les entreprises. Est-ce que là aussi, on peut dire que les entreprises se sont vraiment mises à la crypto, qu'elles ont compris cet intérêt, mais que par contre, dans le suivi de la fiscalité, de leurs obligations, elles n'ont pas non plus pris toutes les bonnes pratiques à bras-le-corps en 2025? Oui, je pense qu'elles ont d'abord été attirées par la patte du gain, forcément. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elles y sont allées. Puis après, sous les conseils, des fois, de certains CGP qui leur ont conseillé aussi d'y aller. Ouais. On voit aussi que la profession comptable commence aussi à développer beaucoup ce pan de CGP pour pouvoir avoir des revenus complémentaires. Donc, c'est là où ils commencent aussi à en mettre dans les comptes de leurs propres clients. Mais encore une fois, souvent sur Internet, il y a énormément d'informations par rapport à la fiscalité des particuliers, mais très peu par rapport à la fiscalité des entreprises. Ouais. Et nous, dès qu'on commence à traiter la comptabilité d'un professionnel, ils se disent, bon, si je ne change pas mes crypto-monnaies en euros, j'ai rien à payer. Alors qu'en fait, pas du tout. En entreprise, tous les mouvements crypto-euros font office d'un écart de conversion.
Et donc derrière, il faut le comptabiliser dans le bilan sur l'année N où la transaction a été effectuée. Mmh. Et ça, même les comptables n'ont pas conscience de ça non plus parce qu'ils ne sont pas encore formés. Ils commencent à y aller, etc. Mais jusqu'à ce que les comptables ne soient pas formés, malheureusement, ce type d'erreurs, elles continueront à être dans les comptas. Et ça, le fisc, lui, par contre, il ne le pardonnera pas. Mais il va falloir que vous mettiez à la formation tout autant que vous êtes. Vous allez avoir carrément On une y est déjà. école de la fiscalité à ouvrir pour mettre tout le monde, que ce soit les comptables, les notaires, parce qu'on parle aussi souvent de transmission dans les cryptos, et ça, c'est quand même aussi un aspect très compliqué des choses. Si on se tournait pour la dernière partie de cette émission vers 2026, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, déjà, Stéphanie, de plus en plus de contrôles? Alors, on peut prévoir de plus en plus de contrôles. Alors, je dirais à partir de 2026, mais surtout à partir de 2027. En fait, on est en train de vivre une vraie transition parce qu'on passe d'un système purement déclaratif, c'est-à-dire le fisc est au courant de ce que les personnes déclarent, à un système où ce sont les plateformes qui vont être obligées de transmettre de l'information directement au fisc. Et grâce à ces informations, le fisc va pouvoir faire des recoupements, vérifier s'il y a des incohérences entre ce qui est déclaré et les informations dont il dispose via ces plateformes. Et ça, ces informations-là, elles vont être communiquées à partir de début 2027, mais elles vont concerner toutes les informations à partir du 1er janvier 2026. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est très important de se mettre en conformité dès maintenant, parce que en fait, tout ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2026, ce sont des informations, en tout cas lorsqu'on parle de crypto sur plateforme, qui vont être connues du fisc. Et tout ce que vous aurez dit et surtout tout ce que vous n'aurez pas dit pourra être retenu contre vous et transformé en amende. En tout cas, transformé en question et puis ensuite à voir s'il y a des incohérences non justifiées, effectivement, qui donneront lieu à des sanctions. Donc, on se régularise, on déclare tout ce qu'on a à déclarer. Si on a ouvert de nouveaux comptes dans l'année, tout ça, il faut le remettre vraiment à jour. Qu'on soit d'ailleurs un particulier, qu'on soit une entreprise, Alexandre. Oui, tout à fait. Et surtout, ça va permettre de réduire le coût du contrôle pour le fisc, puisqu'il suffira de mettre en face une déclaration et les informations transmises par la plateforme. Mhm. Donc, le fisc pourra faire des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles sur pièce, c'est-à-dire au sein même du bureau, et envoyer des lettres avec la note finale à régler. Et ça va lever un frein, parce qu'aujourd'hui, le contrôle fiscal sur les cryptos, il est quand même très coûteux. Il faut envoyer un agent qui va passer plusieurs mois à éplucher le dossier, qui a un nombre de dossiers par année à On est gérer encore là-dessus, limité. sur ce genre de contrôle Oui. fiscal Oui, tout à presque fait. manuel. Tout à fait. Et les agents doivent envoyer autant de demandes qu'il y a de comptes pour avoir des informations. C'est super compliqué et super long. Donc, d'un point de vue rentabilité du contrôle, ça va tout changer pour le fisc, quoi. Et est-ce que l'intelligence artificielle va changer les choses? J'imagine que les agences commencent à s'en doter. C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le Je cas. pense qu'à Bercy, ils doivent avoir plus de développeurs, à mon avis, que, que des grandes boîtes de la tech. Ouais. Oui, l'année dernière, c'est la première année où le nombre de contrôles détectés par IA, par data mining, le service de Bercy, était supérieur à 50%. Donc, plus d'un contrôle sur deux, l'année dernière, était détecté via une IA interne. Alors après, excusez-moi, hein, mais vu la complexité des dossiers, des échanges et de tout ce qu'il y a à faire, est-ce que le droit à l'erreur fonctionne toujours? Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, Stéphanie, non mais c'est trop compliqué, moi j'y arrive pas à Alors, l'administration? on peut le dire. Alors, c'est pas le droit à l'erreur. En fait, le droit à l'erreur, c'est vraiment un droit qui consiste à dire spontanément, je veux me régulariser. J'ai pas fait l'objet d'un contrôle fiscal, mais je viens avec ma bonne foi et je veux une régularisation. Je sens que je me suis trompée. Voilà, en évitant les pénalités, etc. Donc ça, c'est un premier cas de figure, mais quand il n'y a pas de contrôle. Et il y a un deuxième cas de figure qui est le contrôle, où là, on peut plaider la bonne foi Ouais. pour réduire les pénalités. Et dans ce cas-là, voilà, on a la possibilité de discuter avec les services fiscaux, mais c'est une démarche qui n'est pas forcément spontanée, qui est plutôt en réaction, mais en expliquant que la complexité ou le contexte de la personne dont on parle fait que l'obligation déclarative et le paiement de l'impôt n'ont pas été correctement faits. Ce qui évidemment fait peur, on en parle beaucoup en cette fin d'année, c'est DAC8, on a commencé à en parler. Loïc, concrètement, ça va entrer en vigueur en 2026? En tout cas, c'est à partir du 1er janvier 2026, donc Ouais. effectivement que ça rentre en vigueur. Il y avait un point sur lequel je voulais rebondir, c'est que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment certaines personnes qui sont un peu même influenceuses dans le domaine, qui sont en train de dire, eh bien, avant le 1er janvier 2026, transférez vite tous vos actifs vers des cold wallets.
Ah oui, j'ai entendu ça également. Et comme ça, bah, après, vous fermez votre compte et terminé. Après, ils n'y auront plus accès. Mais en soi, le fisc, s'il vient vous contrôler aléatoirement ou même dans tous les cas, si jamais vous voulez mettre des euros ou sortir des euros de la DeFi, vous êtes obligé d'avoir un compte. Oui. Un compte en crypto en soi, via un exchange. Donc derrière, vous savez, le contrôleur, quand il va venir vous voir, lui, il va pas s'arrêter juste à ce que vous allez lui donner, il va tirer la pelote de laine jusqu'au bout. Donc Mmh. s'il voit des flux qui arrivent d'un wallet et ce wallet, il n'arrive pas à retracer l'origine des fonds, il va vous dire: «Mais attendez, ça vient d'où ça?» Mmh Et mh. donc ils vont tirer jusqu'au bout et donc ce concept-là, vaut mieux éviter d'y croire parce que pour le coup, enfin, quand on tire le fil, on trouve tout, hein. J'ai pas entendu ça uniquement pour, se prémunir d'un contrôle, mais plus par rapport aux données personnelles et à ce problème que Aussi. Dacuit, pose effectivement en termes de données personnelles et de confidentialité. Vous nous rappelez quel est le problème à ce niveau-là, Alexandre? Bah, c'est juste que c'est vrai en termes d'accumulation de données, ça va augmenter. Il va y avoir plus de données accumulées et Mmh. plus de transferts de données. Donc forcément, ça fait des points de risque supplémentaires, mais bon, ça, c'est déjà le cas en matière financière, hein. Mmh. Mmh. L'échange automatique d'informations existe Mmh. depuis longtemps, en Mmh. la matière. Qu'est-ce que ça va changer alors concrètement? Il va y avoir certainement un peu une désanonymisation en soi de la blockchain. Donc après Ah là-dessus, ça, il c'est un faut problème quand on connaît le ouais, principe ouais. de la blockchain. C'est sûr que ça reste quand même un problème. Ouais. Après, bon là, moi, c'est surtout sur le sujet fiscal, entre guillemets, que voilà, où moi ça m'intéresse parce que derrière, bah, faut quand même faire attention à ce type de choses pour, ne pas croire qu'on va être, on va dire, en toute sécurité, vis-à-vis d'un contrôle si jamais on opère de la sorte. Mais effectivement, après, je suis assez d'accord que pour la cybersécurité, il faut essayer de suivre certains processus que, bah, aujourd'hui certains consultants, conseillent pour pouvoir se sécuriser, au mieux sur ces données. Mais effectivement, sur les KYC, les KYB, ça Mmh. va. C'est vrai que sur Stéphanie? le terrain, il y a une vraie peur qu'on voit, hein, qui est dite, qui est que ben, si toutes les données sont collectées par les plateformes et transmises automatiquement au fisc, on peut craindre, surtout avec ce qui s'est passé, etc., sur la sécurité des gros patrimoines crypto, que ces données ne soient pas complètement sécurisées. Et Oui, ça, c'est une crainte qui est légitime, à mon oui. sens. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que le conseil qui consiste à dire je pars en self-custody, euh, on peut l'entendre, mais pas exclusivement pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que je pense que si on a quelque chose qu'on trouve pas très clair dans ce qu'on a fait sur le fiscal, il faut penser régularisation. Mais ça peut être effectivement un sujet de sécurité, Oui. d'envisager voilà, de trouver une autre façon de conserver son patrimoine crypto que les exchanges. C'est intéressant pour la partie Peut-être, effectivement conservation. Loïc? peut-être que la technologie aidera là-dessus. Alors, je sais qu'il y a tout le concept de zéro knowledge proof, par exemple, qui va peut-être aider aussi là-dessus. J'avais pas mal parlé moi, avec Nicolas Bacas, un ancien fondateur de Ledger, qui travaille activement là-dessus. Et peut-être que le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de voir l'identité de la personne à travers ce concept du zéro knowledge proof, Ouais. peut-être que ça pourra pallier d'une certaine manière à cette problématique-là. Bon, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous appelez de vos vœux pour l'année 2026 pour un petit peu simplifier la situation, dans le domaine des cryptos? Alexandre? En fait, c'est tellement complexe que ça va être dur, de simplifier les choses. Mais en fait, DAC8, ça va aussi être favorable en quelque sorte, puisque ça va permettre à l'administration fiscale d'y voir plus clair, d'être plus en confiance sur la crypto. Aujourd'hui, il y a une suspicion quand il y a de la crypto parce qu'ils sont plutôt aveugles sur le sujet. Et puis, il y a une volonté de lutter contre le blanchiment, Voilà, affichée. exactement. Là, ils auront toutes les informations des plateformes, donc il y aura vraiment un secteur qui va, montrer patte blanche, à tous les niveaux, réglementaire et fiscal. Mmh. Donc l'effet positif, c'est que, le fisc va avoir une meilleure connaissance des cryptos, des flux qu'on peut recevoir, des revenus qu'on peut recevoir en crypto, et ça va peut-être permettre de faire évoluer les régimes pour que le calcul de la plus-value, qui est extrêmement complexe, soit plus simple. Peut-être même mettre à la charge des plateformes l'obligation de délivrer un imprimé fiscal unique qui permettra aux contribuables de seulement reporter, une donnée dans une déclaration. Enfin, on peut Ouais. imaginer plein de choses quand, le fisc sera plus confiant sur la visibilité, du secteur. Stéphanie? Alors moi, très clairement, ce que j'appelle de mes voeux, ce serait une cellule de régularisation crypto avec des inspecteurs qui seraient formés au sujet et qui aient la capacité de répondre aux questions de nos clients. De tout un chacun. Parce qu'en réalité, en dehors de la complexité dont on a parlé, il y a une incertitude sur la façon dont on doit traiter certains revenus en crypto.
Et il y a beaucoup de nos clients qui aimeraient faire les choses très correctement, très proprement, mais les règles ne sont pas suffisamment claires dans le Code général des impôts pour le faire. Donc, je pense qu'une cellule de régularisation dédiée à la crypto, ça a aujourd'hui tout son sens. Oui, et pour la clarification, c'est une bonne idée. Pour terminer, Ouais, je pense qu'effectivement, le maître mot, c'est la clarification, parce que c'est un peu comme une poupée russe, quoi. C'est qu'à partir du moment où, au niveau des impôts, c'est plus clair, pour les fiscalistes, c'est plus clair, pour les comptables, c'est plus clair. Et donc, on vient démystifier complètement, au final, le sujet. Et moi, je le vois, hein, quand j'échange avec des experts comptables, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils ne savent pas réellement comment on traite ça. Est-ce que je peux faire comme ci, est-ce que je peux faire comme ça? Et donc, si c'est plus clair tout de suite, ça aide même à la démocratisation, parce que du coup, tout le monde derrière, après, se sent plus en confiance pour laisser son client aller là-dessus, ou même que la personne aille là-dessus, parce qu'elle sait combien elle va payer d'impôts en bout de ligne. Oui. Et comme ça, au final, ça aide la démocratisation forcément au global. Plus simple à expliquer. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission spéciale de fin d'année 2025. Stéphanie Neymarck-Attias, avocate fiscaliste et fondatrice de Commit. Loïc Santel, cofondateur de Compta Crypto. Alexandre Louimi, avocat associé chez Orwell. Merci à tous les trois et très bonne journée sur BFM Business. Émission spéciale l'année crypto sur BFM Business.